On passe maintenant à la discussion de décodage. Et le décodage est couvert dans le chapitre 7, dans ces sections. Nous allons parler de l'algorithme pour le décodage et quelques propriétés des codes convolutifs. Donc, si on retourne à notre schéma en bloc pour un système de communication, nous avons les données, encodeur, modulation, transmission par le canal, démodulation. Et maintenant, nous parlons de partie qui est le décodage. Donc, à partir de ce qui sont les modes de code corrompus par le bruit, comment est-ce qu'on décide c'est quoi les données reçues mais corrigées avec la correction par le code. La première distinction pour le décodage est entre les décisions fermes et les décisions souples. Les décisions fermes sont des décisions venant d'un ensemble fini et les souples, ça peut être continu ou un ensemble fini, mais typiquement les décisions fermes, c'est pour le binaire, plus, moins 1. Mais plutôt pour les décisions souples, on va permettre des valeurs qui ne sont pas exactement juste la décision plus ou moins 1. Donc, par exemple, au lieu de moins 1, 1, on peut être la valeur continue 0.3 ou moins 0.9. Donc, c'est quoi la différence? Dans le cas de décision ferme, on fait la partie qui est notre démodulation, on prend notre décision. On a le signal reçu. Le signal reçu passe par cette décision, ce bloc de décision, c'est quoi? D'estimer le symbole qui était reçu. Donc, c'est soit plus ou moins 1, par exemple, pour binaire. Mais on n'a aucune information sur la confiance de cette décision. Est-ce qu'il était très proche de frontières de décision? Est-ce qu'il était très loin et on est très certain? Donc, l'idée de décision souple, c'est de garder l'information qui était dans l'étape de démodulation. Parce que dans cette étape-là, il y a plus d'informations qui est juste c'est quoi la décision finale. Il y aurait aussi cette information sur la confiance. Donc, on peut imaginer que pour cette raison, les décisions souples sont plus performantes qu'un décodage avec des décisions fermes. Donc, je parle de continu, mais ça se peut que je suis un traitement numérique, donc je vais quand même le mettre dans une forme numérique, mais il y aura plus d'informations qui est juste la sortie de démodulation. Donc, au lieu de juste utiliser les décisions brutes venant de démodulation, on a avec les décisions souples, c'est l'information sur la confiance dans cette étape avant de juste passer à la décodage. Donc, voici un graphique pour le cas binaire de ce quoi les différences entre des décisions souples et des décisions fermes. Donc, voici les deux distributions gaussiennes. Ici, c'est centré sur la valeur pour la logique 0 envoyée, ici pour la logique 1 envoyée. Donc, au mi-point, nous aurons notre seuil de détection. Donc, en bas, pour les décisions fermes, on voit qu'on les divise en deux sections. Tout ce qui était reçu de ce côté, je vais sortir une 0. Tout ce qui tombe de l'autre côté du seuil, je vais choisir une 1. Donc, le seuil binaire, le seuil binaire est exactement là et c'est là qui détermine ces deux distinctions. Pour les décisions souples, nous avons une autre situation. Au lieu de diviser juste en deux régions, je divise en plusieurs régions. Et combien de régions est-ce que je vais les utiliser? C'est déterminé par la complexité que je veux ajouter. Par exemple, ici, c'est la décision souple de 8 niveaux. Donc, j'ai décidé de coder les décisions en 3 bits. Donc, ça va être un traitement numérique après. Donc, je vais utiliser 3 bits pour représenter finalement la confiance, si on veut. Donc, je vais diviser en plusieurs régions. Par exemple, je peux décider ici, tout ce côté, je suis très confiant. Beaucoup de confiance qui est représentée par cette code 000. Et bien sûr, si je tombe plutôt dans cette région ici, peu confiant. Très confiant. Mais c'est ça l'idée, mais nous allons représenter par une code qui est donné par l'expression là.
Ou je peux avoir des versions continues, c'est possible aussi. Mais c'est ça l'idée de décision souple versus des décisions fermes. Donc, il y a deux métriques qui sont associées avec ces deux approches des décisions souples et des décisions fermes. Deux métriques que nous utilisons pour mesurer les distances entre le mode de code valide, donc une mode de code qui aurait pu être envoyé par un encodeur, et Z1 qui est le mode de code qui était corrompu par le bruit. Donc, c'est ce qui nous concerne, c'est pas les points, les distances entre les points dans la constellation. Donc, sans encodage, quand on parlait de distance, on parlait de entre symboles dans l'espace du signal. Ça, c'était notre concept de distance. On cherchait c'est quoi la distance minimale. Tout était basé sur ça. Pourquoi? Parce que tout était basé sur le parti ici qui est modulation-démodulation. La modulation-démodulation, c'est juste concerné avec la constellation de modulation. Mais maintenant, nous avons ajouté l'encodage. Avec l'encodage, maintenant, qu'est-ce qui concerne? Ce n'est pas les distances entre les symboles, c'est les distances entre les modes de code. Donc, avec une FEC, c'est la distance entre mots de code qui compte. Donc, on a le mode de code sans bruit qui est U, avant qu'ils sont envoyés, mais avant qu'ils sont passés par le canal. Après d'avoir passé par le canal et corrompu, c'est comme le Z. Donc, on aimerait avoir une manière de quantifier cette distance entre les modes de code. Pour cette distance, il y a deux possibilités. Je peux utiliser ce qu'on appelle une distance de Hamming. Une distance de Hamming, c'est de compter le nombre de bits qui est différent dans les deux codes. C'est utilisé pour les décisions fermes. Donc, quand je vais dire c'est quoi la distance entre les symboles reçus, pardon, les modes de code reçus et le mode de code possible envoyé, je vais compter le nombre de bits qui sont différents. OK? Donc, décision ferme, c'est écrit en binaire et la distance de Hamming, le nombre de bits différents, est utilisé pour cette métrique de distance. Considérons maintenant, pas la distance de Hamming, que je pense est assez claire, mais maintenant l'idée d'une distance euclidienne. C'est pour les décisions souples, et certains, quand je parle de décisions souples maintenant, je parle de partir une interprétation continue. Donc, je vais reculer un peu. Ici, j'ai dit que je peux donner un code pour des décisions souples, mais chacun va associer avec lui, c'est comme une coordonnée au centre qui représente la version continue. Donc, continu veut dire, au lieu de décider juste, supposons que ça c'est, je vais réécrire mon axe ici, de Z, mon statistique du test. Normalement, ça sera des divisions, peut-être. Ici sera le moins 1, ici c'est le plus 1. Et je vais diviser. Ici, j'ai une division ici. Ça peut être représenté par une certaine valeur. Ça, c'est le 0. Donc, ça peut être moins 0,75 par exemple. Une autre bin, ça peut être représenté par une coordonnée dans le contenu. Donc, à ce moment-là, chacun devient comme une position dans l'espace du signal. Parce qu'ici, c'est l'espace du signal en une dimension. Et au lieu de juste donner la valeur plus ou moins 1, c'est ce qui était envoyé, je représente qui était reçu, qui aura une coordonnée qui est haute, qui est bien sûr l'idéal de plus ou moins 1. Donc, pour la distance euclidienne, c'est un peu un mélange de ces deux concepts. C'est toujours la distance entre les modes de code, mais ici, le code reçu peut avoir une position qui est dans l'espace du signal.
Donc, ici sera le coordonnée qui est envoyé, ici le coordonnée qui est reçu. Et je vais avoir plusieurs symboles, plusieurs bits, si on parle de binaire, plusieurs bits dans mon séquence, mon mode de code. Donc, je vais faire le racine carrée des sommes des carrés, des différences pour chacun des éléments dans le mode de code. Et ça, c'est la distance euclidienne. Donc, on voit encore une fois que nous avons l'intuition que les décisions souples vont être plus performantes que les décisions fermes, mais on voit maintenant qu'il y a un coût associé avec ça, ça va être plus complexe. Parce que on peut voir que le calcul de distance, quand c'est juste la différence dans des bits, la distance de Hamming, c'est très peu coûteux, ça ne coûte rien pour calculer cette distance-là. Mais de faire le calcul d'une distance euclidienne, ça prend beaucoup plus de traitement signal. OK, ici, je vais juste mentionner une abstraction de quelques idées que nous avons vues dans la première partie du cours qui était la modulation. Et maintenant, le traitement que nous allons appliquer avec les codes correcteurs d'erreur. Donc, on peut résumer un peu la modulation par le taux d'erreur de notre modulation. Donc, par exemple, si j'ai un système binaire et le système a une certaine probabilité d'erreur pour un 1, donc c'est quand une 1 est transmis avec une certaine probabilité que j'écris comme P, cette bit qui était une 1 va être changée à un 0. Et c'est possible que le 0 qui est envoyé peut changer à un bit 1 et j'appelle cette probabilité P. Donc, c'est un canal binaire parce qu'il y a juste deux possibilités. C'est un 0 envoyé, un 1 envoyé. Et finalement, après mon détecteur, le démodulateur pour la modulation que j'utilise, il y a une certaine probabilité d'erreur. Et ça, j'appelle P. Et il est possible dans certains systèmes qu'il y aura plus de probabilités, une probabilité différente pour la transition qui est une 1 sera corrompu plus qu'un 0. Par exemple, dans l'optique amplifiée, le bruit est dépendant du donné. Donc, le 1 a plus de bruit que le 0. Donc, ça arrive. Mais pour la majorité des canaux, sont symétriques. La probabilité d'erreur est la même, soit qu'un 0 envoyé, un 1 envoyé. C'est ce que nous avons calculé pendant toute la modulation qu'on a traitée. Et à ce moment-là, c'est le modèle qu'on peut utiliser, c'est le canal binaire symétrique. Je vais juste mentionner pour les gens qui prennent la version de deuxième, troisième cycle, il y a un deuxième devoir qui est basé sur l'optique où on fait une examination de cet effet d'avoir une probabilité d'erreur qui est différente pour un 0 et un 1. Mais pour l'analyse qu'on fait maintenant avec les codes correcteurs d'erreur, nous allons supposer qu'on a de symétrie, que c'est la même probabilité d'avoir un 1 qui devient un 0 qui devient 1. Ça arrive avec une certaine fréquence. On appelle ça la probabilité d'erreur et nous donne le nom P. Donc, ça, c'est le modèle qui est utilisé pour quantifier la performance d'un code. C'est basé un peu sur la probabilité d'erreur. Parce que nous avons déjà vu la courbe qui était en général sans codage. C'était notre probabilité d'erreur versus E base sur N0. Donc, c'est ça le P dont je parle. Donc, pour une certaine E base sur N0, voici le P pour le système. Et bien sûr qu'avec le codage, il y aura une autre courbe avec codage. Donc, je parle du canal, qui est la partie sans codage, qui est caractérisée par cette valeur P. Donc, c'est une abstraction que nous utilisons pour parler des performances d'un code correcteur d'erreur.